Bonjour les petits moulitrons. Si vous avez lancé cette partie 2, c'est probablement que la partie 1 vous a suffisamment intéressé pour cela. Ou alors, c'est parce que vous avez envie de vous moquer de mes graphismes un peu plus longtemps. Comme vous voulez. Dans tous les cas, sachez que côté programmation, ça va vraiment se compliquer. Allez, premier prototype de Ximoïde. Tiens, une barre de chargement? Mais ça veut donc dire que dans ce premier prototype, il n'y a pas de chargement continu? Non, il y en a dans le deuxième. Alors, dans les deux prototypes de Ximoïde, il n'y a pas de vaisseau qui tire. Vous êtes juste une petite cible violette, là, le rond, et vous devez éviter les ennemis et leurs tirs. Les espèces de chenilles rouges, là, vous pouvez vous en servir pour vous protéger, parce que, voilà, elles vous protègent un peu des tirs des ennemis, mais attention, ces tirs les détruisent. Et oui, c'est du shmup, enfin même pas puisqu'on tire pas là, mais c'est aussi un peu stratégique quand même. Bon, alors là, on continue d'avoir des éléments graphiques qui peuvent être des tilemaps ou autre chose. On a des vagues d'ennemis qui ont des déplacements un petit peu plus sympas qu'avant, et un peu plus loin, vous allez voir les choses les plus intéressantes d'un point de vue purement visuel de toute cette vidéo. C'est sûrement pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, ce sera vers la fin de la vidéo. Mais ça, là, bientôt, vous allez voir le plus intéressant visuellement. Déjà, vous reconnaissez peut-être mon effet de nuage. Peut-être l'avez-vous déjà vu horizontalement sur fond de soleil couchant. Là, vous le voyez verticalement dans l'espace. Bon, oui, je mets des nuages dans l'espace si je veux. Je vous rappelle que dans l'espace, il n'y a pas non plus de grosses chenilles rouges. Donc là, je ne vais pas beaucoup commenter tout ce qui est déplacement, mouvement, trajectoire, et même animation, puisqu'il y en a un petit peu. Les images parlent d'elles-mêmes. Niveau programmation, c'est moins simple que ce que je vous ai montré dans la partie 1. Après, niveau graphisme, c'est simpliste, c'est vide, c'est pas beau, c'est peu coloré. Ximoïde, c'est mon premier projet de shmup un peu sérieux, c'est-à-dire que je veux créer un vrai bon shmup. Et donc, visuellement, il faudra quand même une certaine qualité et une certaine quantité minimum pour que ça ait de la gueule, comme on dit. Après, tant que je travaille tout seul, ce sera jamais vraiment beau. Mais il y a des shmups qui sont pas vraiment beaux, mais qui sont quand même présentables, qui tiennent la route visuellement et qui rencontrent un certain succès, parce que le public actuel des shmuppers, il s'attache avant tout, et selon moi il a bien raison, aux mécaniques de jeu et au level design des jeux auxquels il joue. Bon, mon effet de nuage dans ce prototype-là, il pète un peu les yeux, il est trop lumineux. Côté réglage, j'ai raté quelque chose. Ça fait rien, c'est qu'un prototype. Bon, regardez ce mouvement-là. Ça, par contre, c'est pas raté. Et ce sont pas des frames d'animation qui donnent une impression de déplacement. Non, non, non. Ce sont des vrais déplacements programmés. Et c'est pas facile à programmer ce genre de déplacement. Pourquoi? Parce que les petits ronds se déplacent relativement vite dans des zones très petites. Et donc, si vos calculs de trajectoire sont pas hyper précis, vous aurez facilement des dépassements. Vous risquez de sortir un pixel trop à gauche, un pixel trop en haut, quelque chose comme ça. Alors, à moins de mettre des limites, des conditions partout du genre si je suis un pixel trop à gauche, alors je me décale d'un pixel à droite. Oui, mais ça risque de se voir, d'entraîner des mini-saccades ou des micro-saccades même. Donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir des calculs très précis.
Et quand dans un live récent, je parlais de précision au 1024e de pixels, je n'exagérais pas. Deuxième prototype de Ximoïd. Mine de rien, même lui, il commence à dater, et quand j'aurai fini d'en parler, je vous montrerai enfin où j'en suis actuellement pour de vrai. Là, le jeu se met en pause parce qu'il doit charger quelque chose. Oui, mais quand vous voyez une barre de progression orange sur le côté, c'est qu'il est en train de charger quelque chose. Donc, vous avez vu, il y a des moments où le jeu est en train de tourner et il charge en même temps. Il y a une routine de chargement continu qui est implémentée, qui a été horriblement dure à coder. La routine beaucoup plus récente dont on va parler tout à l'heure a été beaucoup plus facile à coder et elle marche beaucoup mieux. Le principal inconvénient de la routine de ce deuxième prototype, c'est que quand il y a du retard dans les données à charger, le jeu se met en pause tout seul. Et parfois, il peut rester longtemps en pause tout seul le temps de finir son chargement. Que ce soit clair, j'ai fait exprès de régler les différents paramètres du jeu de sorte à ce que, à certains moments, il y ait besoin d'un chargement exagérément long. De sorte à ce que le jeu soit obligé de se mettre en pause pendant longtemps. C'était un moyen de vérifier que, après la sortie de la pause, tout continuait de se dérouler de façon tout à fait normale, dans la ligne de temps normale, on va dire, du déroulement. Là, visuellement, c'est un passage un peu sympa. Bon, vous avez remarqué que dans ce deuxième prototype de Ximoïd, il y a du changement dans la direction du scrolling. On passe de vertical à horizontal à un moment. Vous avez aussi remarqué que la zone d'affichage change progressivement de taille et de forme. Et vous avez même pu constater qu'il y a du side-scrolling, aussi bien dans la phase verticale qu'horizontale, même si ça se voit peut-être vraiment que dans la phase verticale, dans ces images-ci. Après le deuxième prototype de Ximoïd, j'étais relativement convaincu que, côté programmation, je m'étais prouvé que j'étais capable de faire tout ce que j'avais besoin de faire pour créer le shmup de mes rêves. Il fallait, en revanche, que je fasse au moins quelques progrès côté graphisme. D'où la très longue traversée du désert qui a laissé penser à certaines personnes que j'avais laissé tomber et que j'osais pas le dire. J'aurais pu laisser tomber, mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi j'aurais pas osé le dire. Enfin. Bref. Donc maintenant, voici des nouvelles beaucoup plus récentes qui vont, entre autres, répondre à la demande de Val. Le jour du live, elle m'a dit, vas-y Jacques-Olivier, montre-nous ta nouvelle méthode de chargement continu. Et il y a quelque chose que je lui ai répondu le jour du live, mais qu'on entend mal quand on le réécoute, c'est pas maintenant. Voilà, le jour du live, je me voyais mal improviser ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais lancer ici un programme qui n'est pas un nouveau prototype de Ximoïd, mais qui est un visualiseur de sprite. Et regardez, je lance, et là, eh bien, il y a un certain chargement de la feuille de sprite qui nous fait attendre. Et ce n'est que quand la feuille est entièrement chargée que le programme se lance. Donc là, la feuille de sprite affichée, c'est l'image de météorite qui a des rotations selon un petit peu tous les axes. On peut la déplacer au clavier, on peut faire d'autres petites choses, mais des choses qui ne nous intéressent pas aujourd'hui. Mais vous avez vu que ça a été long à charger quand même. Regardez, je vais quitter le programme, je vais le relancer. On attend là, on poireaute. C'est juste une feuille de sprite. Hein. Et c'est chargé depuis un disque dur, hein. Pas depuis une vieille disquette. Hein. Non, non, non. Qu'est-ce qui explique cette lenteur? Eh bien, l'explication principale, c'est que cette image de météorite que vous voyez, ça ressemble fort à de la modélisation 3D, avec certes
un algorithme de rendu et de rasterisation qui est sûrement simpliste, hein. C'est pas texturé, le rendu des couleurs est un petit peu cru, il y a un effet de lumière qui est calculé, mais il est un peu samplé lui aussi, donc si on vous dit pas qu'il y en a un, peut-être que vous vous en rendez même pas compte, mais bon. Bref, donc ça ressemble fort à de la 3D rudimentaire, mais il faut comprendre une chose, c'est que tout ce qu'il y a de 3D là-dedans, c'est précalculé. Et ce que le programme charge et affiche image par image, c'est effectivement des images 2D toutes plates qui viennent d'une feuille de sprite. Donc ces petites images, alors par exemple si je mets en pause, là on a arrêt sur une de ces petites images, eh bien ces petites images, c'est ce que j'appelle des frames de sprite. À ne pas confondre avec une frame d'affichage qui est l'ensemble de tout ce qu'on voit à l'écran à un instant donné. Bon, et bien ces petites frames de sprite, pour que les rotations paraissent relativement fluides, en tout cas elles paraissent fluides quand je ne fais pas de capture vidéo en même temps, eh bien elles sont très nombreuses. Donc, dans mon shmup, je ne vais pas m'amuser à créer que des feuilles de sprite avec autant de frames différentes, sans quoi il faudrait des gigas et des gigas de données sur disque pour faire un shmup dont le style pourrait rappeler un bon vieux jeu Atari ST. Ce serait beaucoup plusieurs gigas pour ça, mais cette image, justement, elle est bien pour cette raison. C'est qu'elle comporte des nombreuses frames de sprite. Mais je ne sais plus combien il y en a, mais ça se chiffre en milliers. Et c'est pour ça que le chargement est si long au démarrage. Alors, petite parenthèse, il se trouve que chacune des milliers de frames est compressée séparément et une partie de la lenteur du chargement s'explique aussi par le fait que mes routines de chargement et de décompression sont peut-être pas les plus rapides possibles. Je prétends pas être un cador de ces domaines-là, hein. Mais si on le sent passer, c'est avant tout parce que c'est une très grande feuille de sprite. Maintenant, imaginons un jeu qui serait basé sur ça, même si toutes les feuilles de sprite sont beaucoup moins lourdes que celle-ci, il en faut beaucoup en même temps en mémoire pour avoir un shmup qui a une tête un peu intéressante. Donc, peut-être que tout chargé au démarrage, ça serait un petit peu long là aussi. Et puis, peut-être aussi par ailleurs que si on chargeait l'intégralité des données du jeu, et je parle de l'intégralité des feuilles de sprite, je ne parle même pas des autres types de données qu'on a besoin, dont on a besoin, hein, pour l'instant. Mais peut-être que pour charger l'intégralité des données du jeu, il faudra beaucoup de RAM. Alors, pas de quoi dépasser la capacité de RAM d'un ordi d'aujourd'hui, hein, parce que ça sera un shmup 2D, hein, donc normalement, il n'y a pas besoin d'une machine de guerre. Mais l'idée, c'est que même si on a des machines dont la RAM est beaucoup plus grande que ce qu'il faut pour faire un tel jeu, ça pourrait être intéressant que la quantité de RAM nécessaire en moyenne pendant l'exécution du programme ne soit pas énorme. Ce qui va se passer là tout de suite, c'est que je vais changer dans mon petit fichier de configuration un paramètre. Voilà. Vous allez comprendre assez rapidement l'intérêt de la chose, même si à partir de maintenant, plus on va avancer vers la fin de la vidéo, plus ça va être intéressant. À la fois ce que j'aurai à dire et ce que j'aurai à montrer. Alors, voilà, ça recompile certains fichiers, que j'ai modifié quelque chose. On est reparti. Le chargement de la feuille de sprite est toujours aussi long et vous savez pourquoi. Alors, visuellement, ce que vous voyez là, c'est un peu spécial. Donc, pas de panique, c'est pas un bug. C'est-à-dire que le grand rectangle dans lequel il y a l'espèce de mosaïque, rectangle dont le ratio est 8 tiers, hein, ça pourrait être bien pour faire un shmup horizontal. Bon.
Un shmup horizontal qui serait pas forcément un shmup à la Darius. Parce que j'ai assez souvent sur ma chaîne parlé du rapport 8 tiers, parce que je trouve que visuellement, un jeu comme Darius 2 dans sa version à 2 écrans, ça donne envie. Mais pour les parties en scrolling horizontal de mon jeu, je pense prendre ce ratio-là, mais ça ne veut pas dire que le shmup va ressembler plus que ça à un Darius. Bon, là je réponds à Stevaner qui semblait suggérer dans un de ses commentaires que j'étais en train d'envisager de faire un shmup à la Darius. Non, pas spécialement. Cela dit, oui, les Darius, ça fait partie de mes sources d'inspiration, bien sûr. Bref, donc j'en reviens à ce qu'on voit à l'écran. Il y a donc ce grand rectangle en 8 tiers qui occupe les 2 tiers de l'écran, qui est la zone dans laquelle je peux déplacer ma petite météorite. Pas si petite que ça d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que s'il y a des météorites dans le jeu, elles seront plus petites que celle-là en moyenne, hein. Peut-être même que la plus grande de toutes sera plus petite que celle-là. Oui, parce que là c'est un peu gros. Bon. Et puis vous avez, en haut de l'écran et en bas de l'écran, des zones qui étaient vides à l'exécution précédente et qui maintenant comportent une espèce de... Bon. En fait, le bandeau qui est en haut de l'écran et le bandeau qui est en bas de l'écran, vous les collez l'un à l'autre pour faire une grande image. Hein, imaginez si c'était en un seul bloc, hein, parce que c'est effectivement une grande image que j'ai coupée en deux pour en afficher la moitié en haut et la moitié en bas. Hein. Eh bien, cette grande image, écoutez bien, c'est une représentation graphique de l'intégralité des allocations mémoire dynamique faites par le programme. C'est-à-dire que les pixels de cette image, ça ne représente pas l'intégralité de la RAM de l'ordinateur, non. Ça représente en termes d'espace adressable, tel que vu par le programme, parce qu'on ne va pas commencer à parler de MMU et compagnie, hein, mais la partie de l'espace de mémoire adressable dans l'exécution actuelle du programme, la partie dans laquelle mon programme est allé effectivement placer des données en faisant des allocations de mémoire dynamique, eh bien cette partie-là de la RAM, elle est représentée graphiquement à l'écran. Vous pouvez voir tout plein de petits traits de différentes couleurs. Alors, en principe, il y a 13 ou 14 couleurs différentes, mais peu importe. Et chacun de ces petits traits de couleurs, c'est une allocation mémoire dynamique. Un appel à malloc, pour être précis, puisque je code en C. Et vous pouvez voir, par exemple, vers le haut de l'écran, qu'il y a certains de ces petits traits qui sont faits tellement fins qu'on dirait juste des points. Je ne sais pas si vous voyez vraiment des points, parce que j'ai aucune idée de comment ça va rendre en vidéo. Vous pouvez voir qu'il y a des traits qui sont au contraire assez larges, donc ça représente des zones de mémoire assez grandes et qui ont été allouées. Et puis, il y a beaucoup de ces traits, ceux qui sont regroupés dans les deux gros blocs qu'on voit en gros, qui ont l'air d'avoir à peu près tous la même taille. Eh bien, je ne peux pas en être sûr à 100%, mais c'est fort probable. Sans doute que chacun de ces traits, ça correspond à une frame de sprite affichable par le programme. Les milliers de frames de sprite qui sont affichés successivement pour donner cette illusion d'animation, d'une belle rotation 3D, d'une météorite qui a été elle-même modélisée en 3D, eh bien, chacune de ces milliers de frames d'animation, elle est positionnée quelque part en mémoire et on peut voir comment la mémoire a été allouée. Et cette représentation graphique de la mémoire, elle est mise à jour en temps réel. Sauf que là, ça ne se voit pas parce qu'elle ne bouge pas. Pourquoi elle ne bouge pas? Parce que le programme, là, quand je l'ai lancé, il a chargé l'intégralité de la feuille de sprite, ce qui a rempli cette partie-là de la mémoire de la façon que vous voyez là. Et puis, depuis, le programme, il n'a rien d'autre à allouer comme mémoire. Je veux dire, c'est un simple visualiseur. Il ne fait pas de choses extrêmement compliquées, donc il est normal que d'une mise à jour de l'affichage sur l'autre, vous ne voyez pas les zones, les petits segments représentant les allocations mémoire dynamique du programme, vous ne les voyez pas bouger.
Si je vous montre le même genre de graphique avec le premier prototype de Ximoid, notamment, non, avec le deuxième prototype de Ximoid, notamment dans les moments où il y a des données qui sont décompressées en temps réel pendant que le jeu tourne, là, au contraire, vous allez voir une espèce d'explosion de pixels. Hein. Vous aurez un affichage un peu de ce genre-là, mais qui bouge dans tous les sens, ça pop, ça explose, ça ressemble à rien. Alors, je vous ai pas montré une telle chose aujourd'hui, mais dans un avenir plus ou moins proche, j'aurai l'occasion de vous montrer des choses de ce genre. Mais c'est vrai que dans ce visualiseur-là, tout de suite, c'est étonnamment stable. Bon, alors maintenant, on va requitter le programme et on va encore monter d'un cran dans l'intérêt de ce qu'on a à expliquer. Alors, pour le moment, je vais redésactiver l'affichage de ce que j'appelle la memory map. Par contre, je vais modifier la valeur de ce paramètre-là. Et vous allez voir à quel point le programme est beaucoup plus rapide à lancer. Rappelez-vous tout à l'heure, chargement de la feuille de sprite, point de suspension, puis on attendait de nombreuses secondes avant que le programme, parce qu'il avait fini de charger, il pouvait ensuite afficher. Regardez bien la différence de vitesse de démarrage. On recompile, on lance, et bim, c'est déjà prêt. Est-ce que les routines de chargement de toutes les frames de sprite et de leur décompression est plus rapide tout d'un coup? Non, non. Ce sont les mêmes routines de chargement et de décompression qui s'exécutent. Elles ne sont pas plus rapides. La différence, c'est que le programme au lancement, il n'a pas du tout chargé toute la feuille de sprite. Il a ouvert en lecture le fichier qui contient toutes les données de cette feuille de sprite, et il en a lu juste un petit bout, juste assez pour savoir combien il y a de frames de sprite stockés dans le fichier, et à quelle position à l'intérieur du fichier commence chacune d'entre elles. Donc ça, c'est super rapide à lire, et ce ne sont même pas des données à décompresser, quoique là tout de suite je me souviens plus, si ça se trouve, les données qui en début de fichier et qui donnent ces informations, elles sont peut-être compressées aussi. Je sais plus, mais peu importe, c'est de toute façon très rapide à lire et éventuellement à décompresser. Et dès que le programme a chargé juste ces informations-là, il est prêt à démarrer. Et pourquoi il est prêt à démarrer? Parce que à chaque fois qu'il y a une frame de sprite à afficher, n'importe laquelle parmi les milliers qui sont disponibles, si elle n'est pas déjà en RAM au moment où on a besoin de l'afficher, c'est à ce moment-là que le programme il va aller au bon endroit dans le fichier, chercher spécifiquement cette frame-là, puis la décompresser, puis la stocker en RAM. C'est du chargement à la volée. C'est du chargement continu. Niveau algorithmique, ça n'a rien à voir avec le chargement continu et la décompression du chargement continu très 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 compliqué à mettre en œuvre qu'il y avait eu dans mon deuxième prototype de Ximoid. Ce sont des routines beaucoup plus simples qui, en pratique, vont me permettre de faire des choses que je ne pouvais pas faire jusque-là. Et il y a une partie de ces choses dont on va parler aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous demander ce que signifie le petit carré jaune en haut à droite. Eh bien, regardez. Si je mets en pause, il n'y a plus de carré jaune. Pourquoi? Parce que quand je mets en pause, l'animation de rotation s'arrête. Donc, la frame à afficher reste la même. Et il n'y a pas besoin d'accéder à des nouvelles frames qui, peut-être, ne seraient pas en mémoire et qu'il faudrait alors charger. Donc là, il n'y a plus besoin de charger de nouvelles frames. Maintenant, si j'enlève la pause, ben, ça repart aussitôt. Pourquoi? Parce que dès que j'enlève la pause, il y a besoin d'aller charger des nouvelles frames qui ne sont pas encore en mémoire. Donc, l'espèce de voyant jaune, c'est un voyant qui me dit à n'importe quel moment si mon programme est en train de faire du chargement continu ou pas. Alors, quand je mets en pause, le voyant jaune ne s'enlève pas tout de suite parce que le programme pour éviter d'avoir des clignotements intempestifs, le programme attend toujours au moins, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est une demi-seconde avant d'enlever le rectangle. Mais ça, c'est un détail. Alors, là, il s'est passé un problème qu'on a vu 3 fois, c'est que
la météorite bouge alors qu'elle est en pause. Alors elle bouge pas beaucoup, mais elle bouge quand même. Bon, euh, c'est un problème qu'il y avait eu pendant mes développements récents, que j'avais corrigé, qui est réapparu ces derniers jours, et je sens que je vais avoir du mal à m'en débarrasser pour de bon. Tant pis, je fais ma vidéo quand même, ça va pas changer le principal de ce que je raconte. Donc, maintenant je vais refermer mon programme, et vous vous en doutez, on va remettre la memory map, mais en laissant le chargement continu. Alors, je pense que vous savez déjà à quoi ça va ressembler. Voilà. Si vous voulez, vous mettez en pause, vous réfléchissez un peu, puis vous relancez, et puis on va voir de quoi il va retourner. On va voir si vous aviez vu juste. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on chargeait toutes les frames au démarrage, eh bien, dès qu'on lançait le programme, c'était bien rempli le schéma d'utilisation de mémoire. Là, il se remplit petit à petit. Alors attention, vous pouvez voir que ça se remplit de façon plutôt linéaire. Alors, on ne va pas faire aujourd'hui un mini-cours sur les algorithmes d'allocation de mémoire, mais je vous le dis, si c'est de façon à peu près linéaire, ouais, à peu près, hein, il y a des petits sauts de temps en temps, ça ne veut pas dire que les frames qu'on a besoin d'afficher sont dans l'ordre dans lequel elles sont stockées dans le fichier. Les rotations selon plusieurs axes se passent de façon un petit peu chaotique parce que les vitesses de rotation angulaire, mettons en X et en Y, ne sont pas les mêmes de toute façon. Donc, les frames qui sont chargés effectivement depuis le fichier, elles sont vraiment prises dans l'ordre où on a besoin selon les angles de rotation, ce qui donne un ordre qui a sûrement une apparence très très aléatoire. Par contre, si au niveau des allocations de mémoire dynamique, c'est le plus souvent des zones contiguës qui se suivent, qui sont allouées frame par frame, eh bien, ça donne effectivement en bas de l'écran des lignes qui se remplissent petit à petit de gauche à droite à peu de choses près. Mais ça, c'est indépendant de l'ordre dans lequel les frames du fichier sont vraiment lus. Encore une fois, on ne lit à la volée qu'une frame qu'on a besoin d'afficher là tout de suite si elle ne figure pas déjà en mémoire. Alors, si je mets en pause, ben, le rectangle jaune disparaît et le remplissage aussi. Et puis si je remets la pause, boum, ça redémarre. Bon, alors maintenant, imaginons ce que ça pourra donner quand je pourrais vous montrer des nouvelles images qui ressemblent un peu pour de vrai à un shmup en construction. Et puis, tant qu'à faire, avec un peu de chance, ces images seront beaucoup plus belles que ce que vous avez vu précédemment. Non, parce que Nul autre Rond 2 et mes premiers prototypes de Ximoid, ils sont bien mignons, mais il faut quand même que j'arrive un jour à faire quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que ça visuellement. Hein. Mais imaginons donc qu'un jour, j'ai un nouveau bout de shmup à vous montrer qui ressemble vraiment à un jeu ou à un futur jeu, et dans lequel il y a ce mécanisme de chargement continu qui est implémenté. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Imaginez, il faut vous rendre compte d'une chose, mais une idée qui est assez simple, c'est quand le jeu se lance, il ouvre, enfin il charge le début de toutes les feuilles de sprite, toutes, même s'il y en a beaucoup. Il les charge toutes en mémoire, mais juste le début. Juste la partie du fichier qui indique combien il y a de frames de sprite dedans, et la position de chacune dans le fichier. Ça sera hyper rapide à charger. Et après, on peut commencer à jouer tout de suite. Et au fur et à mesure qu'on joue, eh bien,
il y a en permanence le chargement des nouvelles frames d'affichage dont on a besoin. Voilà. Et le joueur, il se rend compte de rien, sauf s'il y a un petit rectangle jaune pour lui dire « Ah, Coco, tu es en train de jouer à ton jeu, mais moi je charge, je décompresse des données à la volée en même temps. » Et en plus, c'est beaucoup plus fluide que dans le deuxième prototype de Ximoid. Voilà, le joueur il joue, et en même temps, le jeu il charge, tranquillou, un peu comme un certain Swive en son temps. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je comptais pas faire un jeu qui ressemble à Darius, je compte pas faire non plus un jeu qui ressemble à Swive. J'adorerais pouvoir faire une suite non officielle à Swive. J'adorerais. Mais la qualité de graphisme qu'il faudrait pour ça, c'est sûrement quelque chose qui sera jamais à ma portée. Alors, si vous êtes graphiste et si ce genre de projet peut vous tenter, on peut peut-être entrer en contact, je dis ça comme ça. Hein. Mais en attendant, pour le shmup que je développe seul, bon, graphiquement, ça pourra pas être à la hauteur de Swift, donc je vais pas essayer de faire une suite non officielle de Swift avec des graphismes pourris. Hein. Je vais pas faire ça. Bon, donc, il ressemblera pas à Darius, mon jeu, il ressemblera pas à Swift non plus. Mais d'avoir un mécanisme de chargement continu à la Swift, ça peut me donner vraiment matière à faire des tas de trucs fous côté code. Et même visuellement, parce qu'on peut faire quelque chose de fou visuellement, même avec des graphismes pas beaux. Bon, donc là, vous pouvez voir que le petit carré jaune, je dis rectangle, mais pour être plus précis, c'est un carré actuellement, eh bien, il y a des moments où il disparaît, parce que quand pendant plus d'une demi-seconde, il n'y a pas besoin de charger de nouvelles frames, parce que toutes les nouvelles frames qui a affichées sont déjà en mémoire, eh bien, c'est normal qu'on ne voit plus le carré. Bon, par contre, normalement, il y a un moment où il devrait disparaître complètement. Ah, là, j'ai cru que ça allait être là, mais non. Parce que, fatalement, il y a bien un moment où toutes les frames sont chargées. Hein. Et vous avez vu, ça met du temps. Ah, on y est peut-être là. Ah non, toujours pas. Ça met du temps, mais encore une fois, il y en a des milliers en tout. Et il y en a peut-être certaines, si ça se trouve, certaines, la première fois qu'on a besoin de les afficher, le truc, il tourne depuis 20 minutes. Hein. Encore une fois, ça peut se passer de façon différente selon comment je change mes vitesses de rotation selon tel axe. Bon, c'est pas quelque chose que je peux faire à la main pendant l'exécution du programme parce que pour l'instant, ça fait partie des choses qui sont déterminées par des constantes dans certains points H. Mais bon. Alors, est-ce que je continue à parler juste sur cet écran jusqu'au moment où le carré jaune disparaît complètement? Je pense que c'est vain d'espérer cela. Ouais, je pense que c'est vain d'espérer cela. En tout cas, ça n'a pas l'air de saccader plus ni de ralentir dans les moments où il y a le carré. Alors, je pense pas que ce soit totalement fluide. Encore une fois, dès que je capture en vidéo, c'est la catastrophe. Tiens, regardez, je vais quitter le programme. Voilà, on a affiché, on a fait 18 000 frames d'affichage pendant l'exécution de ce programme-là, et il y a ce nombre-là de frames qui ont été sautés pour pas être en retard sur l'exécution. J'en ai marre. Quand j'active pas la capture vidéo, le nombre de frames skip, c'est très proche de zéro. C'est rare que ce soit plus d'1% du nombre total de frames, par exemple. Bon, bref. Alors, attendez, j'ai pas fini. Parce que maintenant, voici le truc le plus fou de tous. Je ne sais pas s'il va parler à tout le monde. Mais regardez, je vais modifier ce paramètre-là. Et je vais relancer. Alors, déjà, un petit détail que j'ai oublié de signaler, c'est que avec cette méthode-là de chargement continu, vous avez vu, il n'y a pas besoin que le programme se mette en pause. Ça marche pour mon visualiseur de sprite, ça ne marchera pas moins bien dans un jeu. Si dans le deuxième prototype de Ximoid, la méthode de chargement continu avait parfois besoin que le jeu se mette en pause automatiquement quand il voyait qu'il y avait du retard, c'est parce qu'il pouvait y avoir du retard. Maintenant, il ne peut plus y en avoir.
Dans le pire des cas, on aura un frame skip un peu plus grand qu'en temps normal, avec ou sans capture vidéo. Bref, voilà, vous avez vu le petit carré vert là? Eh bien, à chaque fois qu'il y a ce petit carré vert, un phénomène peut se produire. Il ne se produit pas nécessairement, ça dépend de quelque chose dont je parlerai peut-être tout à l'heure, mais si j'oublie, c'est pas grave. On va attendre le prochain moment carré vert, voilà. Ça a changé quelque chose? Non, je pense pas. On va attendre le suivant, on va y arriver. Alors, je pense qu'avec mes réglages actuels, c'est au troisième qu'on va voir quelque chose en bas de l'écran. Quand tu veux, petit carré vert, hein. Voilà. Alors, j'en mets pas ma main à couper, mais il me semble... Non, ça a rien changé. Non, monsieur Pauvre, on va patienter. Alors, si ce que je veux voir ne se produit pas tout de suite, si ça se produit plus tard que prévu, c'est pas un problème du tout, hein. C'est pas qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne ou comme ça. Alors, regardez, là, on est en train de réécrire dans des zones où il y avait déjà eu des données chargées. Ça va peut-être être de plus en plus flagrant au fur et à mesure que vous reverrez le carré vert. Alors, petit carré vert. Voilà, regardez, vous avez vu le trou là? À chaque fois qu'il y a le carré vert, il y a un petit algorithme qui s'exécute et qui va libérer la mémoire allouée pour stocker certaines frames. On ne désalloue pas n'importe lesquelles, on désalloue celles qui n'ont pas été affichées depuis un certain temps. Et le pari qu'on fait, c'est qu'on n'aura pas besoin de les recharger tout de suite. Vous pouvez voir que les zones qui sont libérées, elles sont assez vite remplies, mais en principe, elles seront re-remplies par d'autres frames qu'il faut charger. Voilà, elles sont chargées aux mêmes endroits dans la mémoire, précisément parce que ce sont des endroits qui ont été libérés entre-temps. Ce mécanisme permet à mon programme de dire, eh bien, quoi qu'il arrive, en tout cas autant que ce sera techniquement possible de le faire, la taille de mémoire allouée au total par le programme ne va pas dépasser telle valeur. Alors certes, ça veut dire qu'il y aura plus souvent besoin de recharger des frames sur disque. C'est un équilibre à trouver. Alors, dans un programme visualiseur de sprite, il n'y a pas d'équilibre à trouver, on s'en moque. Il y aurait même pas, pour un tel programme, il n'y aurait même pas eu besoin d'implémenter tout ça. Mais, je me suis dit, techniquement, c'est possible de tester ce genre de choses dans un simple visualiseur de sprite, alors pourquoi ne pas le faire? Maintenant, j'ai hâte de pouvoir vous remontrer des choses comparables sur un programme qui ressemble vraiment à un vrai shmup en construction. On n'a jamais été aussi près du but. Je vous dis pas que c'est pour tout de suite. Il y a toujours des choses qui prennent beaucoup plus de temps à faire que ce qu'on croyait au départ. Je vous dis pas que c'est pour bientôt. Je vous dis juste qu'on n'en a jamais été aussi près. Donc, pour les impatients qui m'écoutaient il y a longtemps et qui ont lâché l'affaire depuis longtemps, ben, tant pis pour eux. Et si ce que je vous explique aujourd'hui, ça vous intéresse, je vous conseille de continuer à écouter ce que je publie sur mes différentes chaînes. Passez un petit peu plus souvent, vous n'avez pas idée de ce que vous ratez en moyenne. Alors, je vais quitter là, parce qu'il est temps de faire une conclusion de cette vidéo. Là, je crois que j'ai vraiment dit tout ce que je voulais. Ah non, juste un détail technique. À partir de Full Blast 2, je ne me sers plus de SDL 1.2, mais de SDL 2.0. Voilà, c'était juste un tout petit détail. J'espère que tout ce que j'ai raconté à travers cette vidéo en 2 parties vous a intéressé. J'espère que vous allez penser à mettre des pouces bleus et surtout j'espère que vous allez mettre des commentaires. Parce que les commentaires, ça permet de voir ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Ça permet de voir qui pourrait être intéressé éventuellement par un bon shmup si j'arrive effectivement à en créer un. Et moi, je sais pas si je vais aboutir. Voilà, parce que j'essaie pas de repomper les techniques de programmation qu'il y a partout. J'essaie en faisant une conception technique vraiment particulière, de voir si on peut pas apporter quelque chose d'un petit peu neuf à ce style qui est aussi vieux que le jeu vidéo lui-même.
Oui, oui, c'est ambitieux ce que je dis là. Il n'y a aucune garantie de réussite, aucune garantie. Faire du neuf dans le genre shmup, ça me paraît compliqué. Mais j'ai quand même l'espoir que, oui, peut-être. Ouais. Allez, à bientôt. Post-scriptum. Et puis de toute façon, si à un moment j'abandonne pour une raison quelconque, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et le code que j'ai écrit me resservira probablement même dans ce cas. À plus.